Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre première édition de la semaine. Voici les titres de ce lundi 19 février. L'hydrogène vert, énergie du futur, elle touche aujourd'hui tous les secteurs, y compris celui du maritime. Un ponton flottant produisant de l'hydrogène vert a d'ailleurs été installé aujourd'hui dans la marina du Yacht Club en vue du Monaco Energy Boat Challenge. Explication dans ce journal. Éviter la fracture numérique, c'est l'objectif de la Maison du Numérique. Elle a ouvert ses portes l'été dernier et a déjà accueilli plus de 1500 visiteurs. Quel bilan tiré après 6 mois d'activité? Réponse dans ce JT. L'intelligence artificielle bouleverse certains secteurs. Ce soir, nous nous sommes intéressés au métier de traducteur-interprète. Est-ce que l'IA peut bousculer la profession? Est-ce un outil fiable? Leslie Costa, directrice de LC Traduction, répondra à ces questions. Lui sera sur la scène du Grimaldi Forum le 9 mars prochain. Avant cela, Pierre Demar sera notre invité ce soir. L'interprète du tube « Un jour, je marierai un ange » se livrera à quelques jours de son premier concert en principauté sur Monaco Info. Et puis à la fin de ce JT, retrouvez un nouveau numéro de Ceux qui font Monaco. Il sera consacré ce soir à une enseigne qui façonne votre lieu de vie, ADB Cuisine et Décoration. La semaine dernière, nous recevions sur notre antenne Bertrand Piccard, venu partager son prochain défi, celui de réaliser le tour du monde à bord d'un avion à hydrogène vert, une énergie présentée comme l'énergie du futur et qui permettrait de décarboner nos modes de déplacement. Et pas que le secteur de l'aérien, car la sobriété énergétique touche également le domaine maritime. Cela sera démontré en juillet prochain à l'occasion du Monaco Energy Boat Challenge. À quelques mois de l'événement, un ponton flottant produisant de l'hydrogène vert a été installé ce lundi dans la marina du Yacht Club. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Brugna et Sylvain Péroumal. Ce ponton n'est pas un ponton comme les autres, c'est en quelque sorte une station-service environnementale. Il s'agit là de la première plateforme flottante produisant de l'hydrogène vert à partir d'énergie renouvelable, autrement dit à partir d'eau de mer et de panneaux solaires. Très concrètement, ce ponton fournira de l'hydrogène aux participants du 11e Monaco Energy Boat Challenge, la première semaine de juillet. Le lancement de ce ponton autonome high-tech du Yacht Club a été développé et présenté ce lundi matin par les ingénieurs de la SBM Offshore devant de nombreuses personnalités de la principauté. C'est ça ? Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est tout bon. Merci. On capture l'énergie solaire par les panneaux solaires que vous voyez tout autour et dessus. Cette énergie est stockée pour pouvoir produire la nuit et convertie en électricité qui va dans nos équipements. On a 2 équipements principaux, un électrolyseur qui casse la molécule d'eau pour faire de l'hydrogène et un compresseur qui comprime cet hydrogène dans des bouteilles. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de SBM Offshore d'être un acteur de la transition énergétique. Donc, même si nous on est comme une compagnie dans le secteur des énergies traditionnelles, depuis déjà plusieurs années, on a commencé à développer des produits dans ce secteur et donc on est pleinement dans la phase d'étudier toute nouvelle énergie qui puisse faire partie, selon nous, de l'équation de la transition énergétique. Le Yacht Club de Monaco a pour ambition de positionner la principauté comme le fer de lance d'un yachting responsable, conformément aux objectifs de durabilité de l'ONU. En 1904, vous savez que c'était la fin des bateaux à vapeur et que c'était les bateaux thermiques. On ne savait pas encore quelles allaient être les évolutions, quels allaient être le futur des moteurs thermiques. Et paradoxalement, un peu plus d'un siècle après, on se retrouve dans la même situation. On produit de l'hydrogène, mais on réfléchit à d'autres systèmes. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'un siècle après, Monaco est toujours à la pointe de la technologie et essaye de contribuer au développement du yachting. Parmi les autres initiatives environnementales du Yacht Club, le traitement et le recyclage de l'eau de la piscine, mis en place il y a près d'1 an. Grâce à cette technologie, 1 million de litres d'eau a déjà été traité et réinjecté en cercle vertueux. Éviter la fracture numérique, c'est l'objectif de la Maison du Numérique ouverte depuis le 7 juillet à Monaco. Sa création intervient dans le cadre du programme de transition numérique en place sur la principauté depuis 5 ans. Au total, déjà plus de 1500 visiteurs. Bilan et perspective après ces 6 mois d'ouverture au micro d'Alban Gingembre et Lionel Bernardi. On est très content de l'affluence qu'on reçoit tous les mois. Avec le lancement en juillet-août, c'était relativement calme avec les vacances d'été et là on se rend compte qu'on arrive à plus de 200 personnes par mois. C'est très encourageant pour la suite. On développe de plus en plus d'ateliers en fonction de leurs demandes pour justement intéresser un maximum de personnes et les former justement sur ces sujets d'actualité. Les ateliers, ça permet aux gens de pouvoir être dans un petit groupe et ils se sentent rassurés quand ils voient qu'ils ne sont pas les seuls
dans les problèmes qu'ils rencontrent tous les jours. D'être accompagné, c'est toujours mieux. On continue de proposer l'accès libre, ce qui est vraiment nécessaire pour les gens. Maintenant, ils ont pris l'habitude de venir nous voir dès qu'ils ont une question, un doute, un problème sur leurs appareils numériques. Ils se sentent rassurés quand ils viennent et qu'ils savent qu'ils vont trouver l'un d'entre nous. C'est effectivement un avantage aussi de pouvoir parler dans leur langue, qu'ils soient anglais ou italien. C'est un thème que nous avons déjà abordé sur Monaco Info. L'intelligence artificielle bouleverse de nombreux secteurs. Si elle présente des avantages, elle peut aussi montrer ses limites. Ce soir, nous avons voulu savoir l'impact que l'IA peut avoir sur le métier de traducteur-interprète. En contactant Leslie Costa, elle est directrice de LC Traduction à Monaco. Bonsoir Leslie Costa. Bonsoir. Est-ce que vous observez de près le déploiement de l'intelligence artificielle dans votre profession ? De près, de loin, on l'observe, oui. Est-ce que ça peut bousculer un petit peu vos pratiques ? Alors, pas tout à fait, parce que les constatations qui ont été faites sont pas tout à fait positives. Pour expliquer un petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a 3 sortes. Il y a eu d'abord la traduction assistée par ordinateur, la traduction automatique, ensuite la traduction automatique neuronale. C'est ce qui a créé un petit boom et qui a un petit peu perturbé certains usages dernièrement. Et que l'on peut voir de plus en plus dans les usages courants dans certaines sociétés et qui peuvent entraîner des préoccupations chez certains traducteurs. Est-ce qu'on peut émettre des doutes quant à la qualité de ce que l'IA peut produire ? Tout à fait. Tout à fait. En fait, l'IA, c'est un petit peu comme un enfant qui apprend une langue. Vous avez au début, on va lui donner des images, des petits mots, ça a commencé comme ça, des petites phrases. Puis petit à petit, avec la traduction neuronale, on établit des liens. Donc, vous avez des phrases complètes qui se retrouvent et qui font qu'on obtient des phrases qui sont syntaxiquement correctes. On enseigne l'orthographe, la grammaire. On obtient donc quelque chose qui tient à peu près debout. Mais on n'y est pas encore dans la mesure où on a énormément de fautes. Il n'y a pas de mémoire sur un long texte, il n'y a pas de cohérence terminologique. Il peut y avoir aussi des non-sens, des non-dits ou des ellipses qui ne sont pas couverts. Parce que le travail d'interprète ou de traducteur demande une compréhension approfondie du sujet sur lequel vous travaillez. Tout à fait. Alors, l'IA peut être une bonne chose, un avantage pour des petites sociétés. Surtout à Monaco, on a 130 nationalités. Donc, je pense notamment à une société d'import-export qui doit écrire à un client, qui doit faire des communications sans enjeu à un client et qui se dit, bon, je vais utiliser ces outils pour pouvoir communiquer avec mes clients. Ça peut être une bonne chose. Pour les traductions qui ne sont pas techniques, pas spécialisé, ça peut être aussi un outil utile. Au lieu de se dire, je ne vais pas passer 30 minutes à essayer de retrouver mon onglet et à faire quelque chose d'à peu près correct, on peut avoir quelque chose qui est un petit peu mieux que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Mais je dirais que c'est un petit peu comme de l'aspartame. Ça a le goût du sucre, ça ressemble au sucre, mais on n'y est pas complètement parce qu'il n'y a pas d'adaptation culturelle. Il n'y a pas... C'est assez linéaire encore. Oui, il n'y a pas cette expertise, cette sensibilité qui peut faire la différence. Oui, tout à fait. La sensibilité, alors, il y a la traduction écrite d'abord et la traduction orale qui est l'interprétation. Ne mélangeons pas les deux. Pour la traduction écrite, il y a des acronymes qui ne sont pas connus. Il y a du vocabulaire extrêmement spécialisé qui n'est pas encore su parce que les outils d'intelligence artificielle ne savent pas toujours placer la phrase dans le contexte dans lequel elle doit s'inscrire. Pour l'interprétation, c'est encore tout un autre domaine et je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Vous parliez tout à l'heure d'aspect culturel. C'est une approche aussi à prendre en compte dans votre travail ? Oui, tout à fait. On fait beaucoup de recherches en amont sur les personnes qu'on va interpréter. Un exemple notamment, si un journaliste pose la question à Coco Gauff en disant « Alors, what about heat in Europe ?» C'est pas est-ce qu'il fait chaud en Europe en ce moment ? Non, c'est quels sont les résultats selon toi de ton équipe de basket préférée, Miami Heat. Et ça, on le sait uniquement quand on a fait des recherches préalables. On ne tombe pas dans ce piège quand on sait, quand on a le feu sacré et qu'on travaille ces sujets avant.
Et une petite question concernant la sécurité, la confidentialité. Est-ce que l'IA la conserve, cette confidentialité, quand on lui soumet un texte? Absolument pas, justement, c'est ça la question. Quand vous intégrez un texte dans un outil d'IA, c'est une forme de renonciation à la propriété intellectuelle parce que l'outil va absorber ce texte, va vous restituer donc une traduction, mais va l'utiliser pour la suite également. Et donc, quand vous avez votre traduction, vous ne savez déjà pas quelles sont les sources, parce qu'on n'indique pas les sources. Vous avez un texte sans savoir d'où ça provient. Vous avez également, vous ne savez pas non plus exactement si c'est juste ou pas, et surtout, ça va être réutilisé par la suite. En gros, rien ne remplacera l'humain dans votre profession, même s'il faut faire aussi avec l'essor de ces nouvelles technologies. Non, rien ne remplacera l'humain pour le moment. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Eh bien, merci beaucoup Leslie Costa d'avoir été notre grand témoin ce soir sur Monaco Info pour évoquer le déploiement de l'intelligence artificielle dans votre profession. Merci infiniment. Je vous en prie. Au revoir. Une parenthèse sportive avec du tennis. Les meilleurs joueurs de la planète seront sur la terre battue du Monte Carlo Country Club du 6 au 14 avril à l'occasion du Rolex Monte Carlo Masters 2024. Les travaux ont déjà débuté pour que tout soit prêt d'ici cette semaine. Éric Domerego, le directeur adjoint du Monte Carlo Country Club, fait le point au micro de Frédéric Elion. À partir donc de mi-janvier, les équipes du Monte Carlo Country Club commencent à recevoir une partie en fait des tribunes, notamment avec des portiques qui soutiennent les tribunes. Donc on commence à installer ces portiques et une première partie des éléments que nous avons déjà chez nous. Ensuite, nos tribunes servent aussi à la fête des citrons et au carnaval de Nice. Donc nous attendons que ces événements soient terminés et à partir de début mars, les tribunes sont rapatriées en fait sur le tournoi et à ce moment-là, on commence à monter les autres parties de tribunes. On le voit à côté de nous, pour l'instant on a, j'allais dire, les 3 cours centraux qui vont être remplacés par le traditionnel et unique cours central. À quel moment va justement se faire cette bascule-là aussi ? Alors cette bascule se fait à partir donc, du 10 mars. En fait, les équipes ont l'habitude et ça se monte assez rapidement. Il faut savoir qu'en à peu près 10 jours, ils arrivent à monter les 2 parties. 5 jours pour la partie droite, 5 jours pour la partie gauche. En ce qui concerne aussi l'arrivée des premiers joueurs qui viennent aussi s'entraîner, c'est à partir de quel moment ? Alors, on a beaucoup de chance au Monte Carlo Country Club, on aura presque envie de dire qu'ils sont là toute l'année. Mais d'ailleurs, on en a quelques-uns qui s'entraînent encore là aujourd'hui, ce week-end. On avait Alexander Zverev, Matteo Berrettini, qui vont partir ensuite pour la tournée américaine. Mais le tournoi a la volonté, avec le Monte Carlo Country Club, d'accueillir dans de très très bonnes conditions dès le lundi précédant le tournoi. Le Rolex Monte Carlo Masters aura lieu donc du 6 au 14 avril sur les terrains du Monte Carlo Country Club. Une autre date à noter dans vos agendas, celle du 9 mars. Pierre Demar se produira sur la scène du Grimaldi Forum. Révélation masculine des victoires de la musique en 2023, nommé dans la catégorie meilleur artiste cette année. Le chanteur belge est la nouvelle sensation pop. Pierre Demar est notre invité ce soir sur Monaco Info. Avant de faire plus ample connaissance avec lui, on écoute un extrait du tube qu'il a dévoilé au public, Un jour je marierai un ange. Tard, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et tard, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, ne change. Bonsoir Pierre Demar. Bonsoir, merci de me recevoir. Ravi de vous recevoir sur Monaco Info pour évoquer donc ce concert le 9 mars au Grimaldi Forum, le vôtre. Est-ce que vous avez hâte, Pierre, d'être avec nous ? J'ai tellement hâte, j'ai toujours hâte de jouer, où que ce soit, mais j'avoue que j'ai une espèce de mythe dans la tête autour de Monaco en fait. J'ai très hâte de jouer, j'ai hâte aussi d'aller au casino, de découvrir les plus beaux aspects de ce bel endroit. Non, je suis très très heureux d'y venir. Ça, c'est une première fois pour vous à Monaco ? Ce serait une première fois, absolument. La seule façon dont je connais Monaco, c'est vrai que c'est à travers la culture générale, les sketchs et les films. Mais autrement, première fois, et ça a l'air tellement... Je le vois derrière vous que c'est très beau. Et ça a l'air magnifique. Ça sera fidèle à ce que vous verrez au mois de mars. Est-ce que vous êtes un petit peu stressé à l'idée de vous produire sur scène ou même généralement ? J'ai lu que vous l'étiez plus en studio, c'est le cas ? Ouais, je suis plus stressé en studio que sur scène. Je sais pas pourquoi. En fait, la scène, le fait
de n'avoir qu'une seule chance, que ce soit du direct, bah, je me dis, je suis un peu fataliste et je me dis, bon, tant pis, ça a lieu et j'ai pas le choix. Le studio, il faut enregistrer des espèces de maquettes que j'ai fantasmé pendant des mois et mettre concrètement à plat des idées que je trouve au moment où je suis en studio génial et leur donner, leur faire honneur. Et c'est toujours un peu flippant de se dire qu'on passe vraiment de la maquette rêvée au mastering que tout le monde va écouter en radio chez soi. Et j'ai jamais envie de gâcher ces morceaux-là. Enfin, c'est un truc un peu psychologique et mental. Mais le studio me stresse, je transpire beaucoup. La scène aussi, mais moins. Moins. J'ai un tout petit peu la boule au ventre, le temps de 10 minutes avant de monter sur scène, et puis c'est tout. Oui, une fois ça se lâche, une fois qu'on a ce contact avec le public, automatiquement, hop, tout se libère. Tout se détend. Ouais, je sais pas, c'est rassurant. Et surtout dans les salles dans lesquelles je joue en ce moment, qui sont des salles assez humaines, où il y a 1000 personnes, 1500 personnes, 2000 max pour l'instant, mis à part le Zénith de Paris, bien sûr. Bah, en fait, j'ai l'occasion de voir les visages, de voir les regards. Et c'est vachement rassurant, en fait. Juste un sourire, bêtement deux yeux, conquis, séduit. Et c'est tout le propos de l'album, bien sûr. Enfin, je me sens bien. Je me dis que ça y est, je suis entre de bonnes mains. Et donc, le concert en chair et en os, la rencontre en chair et en os, elle fait du bien. On va essayer de mieux vous connaître ce soir, Pierre Demar, pour donner envie à nos téléspectateurs de venir vous revoir sur scène. Comment a commencé cette rencontre entre la musique et vous? Elle a commencé très tôt, en tout cas, quand j'avais quoi, 8-9 ans et que j'écoutais mes idoles et leurs tubes qui étaient Lady Gaga, puis Stromae et d'autres que je cite souvent. Larita Mitsuko, plus vieux, mais tellement génial, via mes parents. Bon. Et en fait, je me suis mis à jouer de la batterie parce que ma mère m'a invité à jouer de la batterie et prendre des cours. Et en jouant de la batterie, je me suis accompagné au chant. Et puis j'ai eu un jour un iPod avec GarageBand, qui est une application qui permet de créer de la musique, en fait, de composer très facilement. Et ma grand-mère saurait l'utiliser. Et c'est très facile. Et donc j'ai commencé comme ça. Et j'ai écrit mes premières chansons, d'abord en yaourt, dans une langue qui n'existe pas, et puis en anglais, et puis en français, enfin, quand j'ai eu 18 ans et que j'étais moins pudique. Et c'est comme ça qu'est arrivée la musique dans ma vie. Et depuis, je sais pas, c'est comme une sorte d'évidence, et ça me fait tellement de bien d'en faire, et ça me fait du bien de la chanter, de la composer. Ce que je préfère, parmi tout le processus, c'est la production. C'est choisir les sons de batterie, de synthé, de basse. C'est l'étape pardon, qui me fascine le plus, parce qu'elle me permet d'être véritablement artisanal, de prendre le temps de faire les choses bien. J'aime bien. C'est pour ça que vous le partagez aussi sur les réseaux sociaux, les dessous de la création d'une composition? Ouais, c'est vrai, ouais, tout à fait. Bah, je trouve ça important que les gens sachent que ça fait partie des choses que je fais et que je ne suis pas simplement un visage qu'on dépose sur de la musique qui aurait été imaginée par d'autres, pas du tout. C'est moi qui suis à la base de tout ça. Et donc, je trouve ça important de le faire savoir et de le faire entendre. Parce que très souvent, les gens ont tendance à penser que voilà, je chante et puis c'est tout. Mais non, 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 j'écris, je compose, je produis et c'est tout ce que j'aime faire. Donc, il faut que les gens le sachent. Et puis, si. Il y a d'autres qui l'ont fait, il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, ce truc-là de partager les coulisses des Belges, hein, Angèle, Stromae, qui fait des expériences géniales. Et en fait, à l'époque, ça m'a donné envie de faire la musique. Donc, je me dis que si je peux reproduire ce schéma-là à mon tour, c'est plutôt une bonne chose à faire. Et puis, ceux qui vous écoutent, vous les accompagnez au mieux, parce que vous avez, dans votre dernier album, laissé une petite notice d'utilisation pour écouter chaque titre, pour qu'il soit apprécié à leur juste valeur. Absolument, absolument. Je trouve ça très drôle en fait. Ça part d'une blague au départ. J'écoutais mon album avec mon père avant qu'il sorte et on écoutait ce titre Les Oiseaux, qui est le premier du disque, qui est très dramatique autour de la guerre et compagnie. Et une espèce d'amour impossible. Et on était en Bretagne et la pluie battait sur les fenêtres, il faisait dégueulasse dehors. Et c'était tellement. Ça ajoutait une espèce d'aura à ce titre qui était déjà assez dramatique. Et on s'est dit, mais en fait, les gens devraient tous l'écouter comme ça. Et donc, je me suis mis à écrire des sortes de circonstances, de contextes dans lesquels il serait idéal d'écouter mes morceaux. Et je pense véritablement que si on suit la notice à la lettre, eh bien l'expérience est d'autant plus belle. Alors dernièrement, vous avez dévoilé les 5 bonnes raisons de venir vous voir en concert. Tous les conseils ont leur argument. S'il y en avait un à donner à nos téléspectateurs ce soir, ce serait lequel? Ah, bonne question. Non. Bah, je pense qu'une raison de venir me voir, c'est que c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre en studio et en radio, et que c'est tellement moins sophistiqué. Alors, c'est sophistiqué, oui, parce qu'il y a des beaux costumes, parce que la mise en scène est magnifique, mais c'est moins lisse. En fait, on découvre Pierre Demar l'humain, on découvre beaucoup d'humour. Je m'adresse énormément à mon public. Et je pense être hilarant quelquefois. Face à 1000 personnes, ça me procure des besoins d'être drôle. Ça me détend aussi. La musique est très bonne, on l'a revisitée, on l'a repensée, on a réarrangé beaucoup de choses qui font que ça sonne pas comme sur le disque. Alors évidemment, on retrouve tout ce qui fait les morceaux, bien sûr, mais c'est plus fou, plus brut, plus vrai, c'est mieux en fait. Tout ce qui Donc fait le venez charme d'un voir ça. concert en fait.
Absolument, d'un bon concert, je pense. Un très bon concert, le 9 mars au Grimaldi Forum. On rappelle également, Pierre Demarque, que votre album s'intitule « Regarde-moi » et il est toujours disponible chez tous les bons disquaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous infiniment et puis passez une très belle soirée. À bientôt. C'est désormais devenu un rendez-vous régulier sur notre antenne. Chaque semaine, Christinda Thomel met en valeur les commerçants, les artisans, les restaurateurs qui font Monaco. Bonsoir Christinda, ce soir, vous avez décidé de nous parler d'une enseigne qui façonne notre lieu de vie. Oui, aujourd'hui nous nous retrouvons au 17 boulevard d'Italie, ouvert depuis maintenant 8 ans de cela. Nous sommes chez ADB Cuisine, votre créateur de cuisine en principauté. Le magasin est né des ateliers du bois, donc qui appartenaient à l'époque à mon père. Et donc j'ai repris le magasin maintenant il y a 8 ans. Et on est devenu complètement indépendant des ateliers du bois. Donc maintenant c'est ADB Cuisine et Décoration. Nous principalement on fait la conception des cuisines. Donc nous on se déplace chez les clients, on vient, on prend les dimensions des cuisines, on demande un petit peu comment leur façon de vivre, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent garder, ce qu'ils n'aiment pas. On leur propose différents plans. Eux, en général, nous proposent aussi un petit peu des finitions qu'ils aimeraient bien. Donc après, c'est à nous de leur choisir des matériaux qui vont bien dans leurs espaces. Puis vient le devis après, une fois qu'on a validé tous les points sur le plan, on a choisi ensemble les finitions et voilà. Alors, nous, on a un petit penchant pour la laque mat. C'est très moderne, facile à nettoyer. On a aussi cette finition qui est très sympa, qui est en plaquage strié. Et ça marche beaucoup, c'est très à la mode, très tendance en ce moment. Et on a plusieurs finitions. Quelles sont les couleurs les plus demandées pour une cuisine? Alors, malheureusement, il y a beaucoup de blanc. Même si on essaye de changer un petit peu ça en proposant des couleurs un petit peu beige, un petit peu terracotta aussi, ça marche beaucoup. On a déjà fait de la cuisine rose, on a fait de la cuisine orange aussi. Mais c'est vrai que principalement on reste sur du blanc, du bois, du beige, des couleurs un petit peu dont on ne se lasse pas. On a différentes marques de cuisine, on a 2 marques italiennes qui sont assez complémentaires avec lesquelles on peut faire de la moulure, des façades striées, plein de choses, des belles laques mates et brillantes. Souvent on pense laque brillante mais c'est pas forcément le cas. Et on a une autre marque allemande qui elle est une marque très haut de gamme, très élitiste et avec qui vraiment on peut faire beaucoup de choses, mais voilà, dans un budget beaucoup plus haut de gamme. Une fois votre cuisine choisie et une fois le devis effectué, il faut compter en moyenne 2 mois pour que ADB Cuisine vienne chez vous, installe votre cuisine et que vous puissiez enfin l'apprécier. Et magie de la télévision, on vous retrouve en studio, Christinda, pour évoquer ensemble les prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de mardi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, le temps sera couvert le matin et les nuages se dissiperont en cours d'après-midi. Les températures sont comprises entre 11 et 17 degrés. Demain, nous fêterons les aimés. Merci Christinda. Avant de nous quitter, sachez que Monaco Info, le podcast, vient de s'enrichir de 3 nouveaux invités. Le président de Special Olympics Monaco, Pierre Van Claveren, Hilde Hanneus, présidente fondatrice de Cœur des Mots, et Eric Elena, président du Monaco Basket Association, se sont confiés au micro de Geneviève Berthy. Ils sont à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute en ligne. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les images de Manuel Vitali qui vous emmène ce soir au cœur de l'exposition de Pier Paolo Calzolari, Casa Ideale, à découvrir jusqu'au 7 avril à la Villa Paloma. Des stages jeunes publics sont d'ailleurs proposés pendant la période des vacances scolaires. N'hésitez pas à vous rapprocher du NMNM pour plus d'informations. Passez une excellente soirée et à demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.